Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Paris, Monsieur le président du Conseil régional, Mesdames et messieurs les présidents des conseils généraux, Mesdames et messieurs les maires, il y a 1 an et demi, j'inaugurais cette cité de l'architecture et du patrimoine dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. À ceux d'entre vous qui étaient présents, j'avais dit « Je souhaite que cette inauguration soit l'occasion de remettre l'architecture au cœur de nos choix politiques. » Bousculant les habitudes de pensée et les comportements qui, depuis des décennies, placent l'architecture et l'urbanisme au second plan dans les grandes opérations d'aménagement urbain. Nous avons souhaité, à l'inverse, que la réflexion des architectes et des urbanistes constitue le point de départ de l'élaboration du projet si symbolique du Grand Paris. Alors, il ne s'agit pas d'opposer l'art et la technique, d'opposer les architectes aux ingénieurs. Il s'agit que le financier ne décide pas tout seul en se contentant de la seule approche quantitative. Il s'agit que l'architecte ne se laisse pas emporter par le rêve fou d'une cité idéale qui le conduirait à faire table rase de la réalité dont nous voulons, Monsieur le maire, partir de cette réalité. Il s'agit de rompre avec la détestable habitude de tenir l'art pour du superflu alors qu'il répond à un très profond besoin humain. Il s'agit de rompre avec un rationalisme si excessif et si glaçant qu'il finit par être à l'opposé même de la vie. Il s'agit de rompre avec le fonctionnalisme qui a fait tant de dégâts dans nos villes, en spécialisant, en séparant, là où, au contraire, il aurait fallu mélanger et réunir. Il s'agit de rompre, avec tout ce qui a déshumanisé nos villes depuis des décennies. Le point de vue de l'homme est le seul point de vue qui permette de penser la ville. La ville est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la ville. La ville est faite pour donner de la qualité de vie, elle n'est pas faite pour étouffer la vie. La ville est faite pour rendre la vie plus facile et non pas pour la compliquer. Dans l'histoire, il n'y a pas de ville réussie qui ne soit construite à partir de l'homme et pour lui. C'est l'oubli de ce principe qui a conduit nos grandes villes à cette sorte de démesure qui rend la vie difficile et qui fait du quotidien une forme de servitude et d'aliénation. On sait voyager vite et loin, mais on a les plus grandes difficultés à aller tous les jours de son domicile à son lieu de travail. On sait communiquer instantanément avec n'importe qui à l'autre bout du monde, mais on a tant de difficultés à vivre ensemble dans un quartier ou à se tolérer d'un quartier à l'autre. On fait des agglomérations gigantesques qui ne sont pas des villes, non parce qu'elles sont trop grandes, mais parce qu'elles n'ont pas d'âme et parce qu'un nombre de plus en plus grand de leurs habitants ne s'y reconnaît pas. Alors comment refaire de la ville du lien civique, du lien social, de la solidarité, de la citoyenneté? Comment faire pour que nos grandes métropoles redeviennent des lieux de progrès, de prospérité et de partage? Comment inventer la ville durable, la ville de l'après-Kyoto, la ville écologique, la ville qui s'allie avec la nature sans la combattre? Voici le plus grand défi, peut-être, de la politique du XXIe siècle. Eh bien, ce défi, la France est décidée à le relever, la France est décidée à donner l'exemple, c'est cela l'ambition du Grand Paris. C'est pour cela qu'il y a 1 an et demi, ici même, j'avais souhaité que 10 équipes d'architectes, parmi les plus grands du monde, y réfléchissent sans restriction et sans tabou. Ce n'est pas un concours. Le but n'est pas de faire gagner un projet et d'écarter tous les autres. Le but, c'est que 10 pensées s'emparent de l'un des problèmes les plus difficiles au monde
Le but, c'est de laisser cheminer 10 points de vue avec le pari qu'ils s'enrichiront les uns les autres. En même temps, pour mobiliser l'État, j'ai souhaité confier à Christian Blanc, homme d'expérience, de rigueur et d'audace, la responsabilité de nous proposer un projet d'aménagement et de développement. Ce projet, on va le faire ensemble. Les élus qui sont ici, au premier rang bien sûr, le président du conseil régional, les présidents des conseils généraux et le maire de Paris. Quel sens serait-il, avec une telle ambition, qu'on s'oppose? Parce que les uns sont de gauche et les autres de droite, la belle affaire. Et dans les RER et les trains, n'y a-t-il pas aussi des femmes et des hommes de gauche, du centre, de droite, et même qui ne se reconnaissent dans aucun d'entre nous? C'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité partagée. Mais c'est la première fois dans le monde qu'une réflexion de cette ampleur est engagée sur la question de la grande métropole moderne. Le travail accompli est sans précédent. Ce travail, nous en avons un premier résultat sous nos yeux, avec les 10 représentations de l'avenir possible. Ce qui me frappe, c'est que ces représentations ne sont pas antagonistes. Et ce qui me frappe surtout, c'est que ces représentations ne sont pas chimériques, qu'elles sont réalistes, et je vais le démontrer. Donc je veux rendre hommage à toutes les équipes qui ont tant travaillé et qui, au fond, ont illustré le beau texte de Victor Hugo sur Paris pendant son exil à Guernesey, où il parlait de Paris, héritière de Jérusalem, d'Athènes et de Rome, et disant de Paris, Paris incarne le vrai, le beau, le grand. Eh bien, c'est exactement ce à quoi nous invite cette exposition. Le vrai, parce qu'il n'y a pas de grande métropole qui ne soit pour la civilisation dont elle est le centre, un foyer de savoir, de communion, de science. Parce qu'il n'y a pas de grande métropole qui ait une personnalité, j'allais dire une identité, sans une dimension intellectuelle, culturelle, j'allais dire spirituelle. Le beau, pas parce que la beauté, on l'a trop oubliée. C'est une dimension essentielle de la dignité de la vie humaine. La beauté d'une ville est une part indicible, mais bien réelle, du bonheur de ceux qui l'habitent. Sans doute, le beau est-il subjectif. Sans doute, le beau varie d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Mais ce n'est pas une raison pour éluder la question du beau, qui est quand même une question centrale. On peut construire haut. J'ai toujours pensé ça, Bertrand. On peut construire bas. On peut construire petit. On peut construire grand, pourvu que ça soit beau. Pourquoi s'interdire des tours si elles sont belles, si elles s'inscrivent harmonieusement dans le paysage urbain? Pourquoi s'interdire a priori une forme d'expression artistique, architecturale? La seule chose condamnable, c'est la laideur. Remettons la question du beau au cœur de nos choix politiques. C'est quand même un sujet qui compte. Et la civilisation, elle commence quand la politique et l'esthétique se lient l'une à l'autre. Non pas pour imposer un goût unique, une norme obligatoire, un art officiel, mais parce qu'en se préoccupant de l'esthétique, la politique exprime son souci de toucher le cœur des humains. Et à travers le Parthénon, la démocratie athénienne a parlé à tous les hommes. Le grand, c'est la troisième exigence. Une ville n'a de rayonnement que si elle est grande aux yeux de tous les hommes, et pas seulement de ses habitants. Paris est une ville-monde. Le nom de Paris a une signification pour tous les peuples de la Terre. Paris est une ville-monde, mais la région capitale est une économie-monde. Paris, la région capitale, c'est pas simplement la capitale de la France. Paris, c'est la rivale de Londres, de New York, de Tokyo, de Shanghai. Elle a vocation à être au premier plan dans la civilisation et dans l'économie mondiale. Mais chacun d'entre nous est conscient. Il n'y a aucune place qui est acquise. Paris peut perdre son rang. La région de France peut perdre son rang. La France peut perdre son rang de grande nation. Et dans la partie qui se joue à l'échelle de la planète, il faut voir grand. Le grand Paris. Mais le grand Paris, ce n'est pas seulement l'élargissement des frontières de Paris.
Le Grand Paris, c'est Paris qui veut jouer un rôle dans l'économie européenne et mondiale. Le Grand Paris, c'est Paris qui peut être la carte maîtresse de la France en Europe et dans le monde. Le Grand Paris, c'est la volonté de penser le développement de Paris dans une perspective, oserais-je le dire, beaucoup plus large que les limites du périphérique, infiniment plus large que les limites de la petite couronne, beaucoup plus large, cher Jean-Paul, que les limites de l'Île-de-France. Le Grand Paris, c'est la volonté de penser l'avenir de Paris dans le cadre d'une stratégie d'aménagement et de développement des territoires à l'échelle nationale. Alors bon, Victor Hugo, le vrai, le beau, le grand. Il en manque un, le juste. Parce que la ville ne peut pas exclure, elle doit unir. Parce que la ville brasse les âges, elle métisse les pensées, la ville, les cultures. Et la ville doit être une source de protection pour les plus faibles. Et elle doit permettre à ceux que la vie a usés, que l'âge a rendu plus fragiles, de ne pas se sentir rejetés. Alors, le Grand Paris cessera d'être une agglomération pour devenir une ville quand on ne parlera plus des banlieues, quand il n'y aura plus de zones urbaines sensibles, quand le destin de chacun ne sera plus déterminé par le quartier où il habite, quand l'adresse cessera d'être un facteur de discrimination sociale. Vrai, beau, grand, juste, voilà le programme du Grand Paris. Alors, je tiens à dire, avant de rentrer plus dans le détail, nous n'allons pas raser la ville pour en construire une autre, la région pour en construire une autre. Ce serait absurde. Personne ne défend cette idée. Nous n'allons pas remplacer la ville ancienne par une ville nouvelle. Nous allons édifier une nouvelle ville, je ne parle pas au sens administratif ou juridique, je parle de l'ensemble, à partir de l'ancienne. Le Grand Paris, ce n'est pas un plan figé, un plan rigide, c'est un processus de transformation, c'est l'exploitation de tous les possibles, et j'ai bien conscience que cette nouvelle page de l'histoire de Paris, nul ne peut l'écrire seul. Les élus de l'Est ont besoin des élus de l'Ouest, les élus de la Grande Couronne ont besoin des élus de Paris, et les élus de Paris ne veulent pas être en bataille avec les élus de la Petite et de la Grande Couronne. Mais, oserais-je le dire aussi, l'État a besoin des élus, et les élus ont besoin de l'État. Nous allons écrire ensemble cette nouvelle page de l'histoire de Paris. Mais entre la main invisible du marché, qui indexe tout le développement de l'agglomération sur un seul critère, le niveau de la rente foncière, et de l'autre côté, la planification rigide qui a détruit tant de villes, il faut qu'on invente un équilibre. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire passer l'émergence d'un projet collectif avant la réforme institutionnelle et administrative. J'ai souhaité qu'on laisse de côté les enjeux de pouvoir. Je ne les ignore pas. Mais au stade où nous en sommes, ça n'aurait aucun sens. Aucun. Et nous serions tous condamnés et jugés sévèrement par l'ensemble de la population. Ce qui compte, c'est le projet collectif. Et que ce projet collectif permette aux habitants d'être plus heureux de vivre et que Paris devienne l'exemple d'une ville où il fait bon vivre. Moi, je me rallie à une phrase que j'ai trouvée fantastique d'une des équipes qui a dit « Ce qui serait extraordinaire serait d'améliorer l'ordinaire ». Franchement, je m'en veux de ne pas avoir trouvé un truc pareil, parce que ce qui serait extraordinaire, ce serait d'améliorer l'ordinaire. C'est exactement ce qu'on veut faire. Alors, l'axe principal du Grand Paris, je veux dire du développement économique, c'est l'axe principal du développement économique européen de Londres à Milan, ça prend la France en écharpe par l'Est. Et si nous laissons aller les choses, le risque est de voir Paris décrocher et nos deux grands ports, Le Havre et Marseille, péricliter de façon irrémédiable. Faisons donc
le choix stratégique d'une nouvelle dynamique territoriale dont le Grand Paris sera le foyer. Faisons ce choix stratégique que nous dicte la géographie. Le Havre, c'est le port du Grand Paris. La Seine, c'est l'axe nourricier autour duquel la métropole a vocation à s'ordonner. Avec la décision de réaliser, cher Jean-Louis Borloo, le canal Seine-Nord, inscrit dans le Grenelle de l'environnement, le bassin de la Seine sera désenclavé dès 2015. La grande vitesse sur l'axe Le Havre-Paris mettra Le Havre à 1 heure de Paris et le développement d'un grand port de transformation à Achères avec l'embranchement du réseau fluvial Nord-Europe et de la Seine s'impose logiquement. Pour tirer le centre de gravité de l'économie ouest européenne vers le sud, nous voilà obligés de penser le développement de la métropole du Grand Paris sur la grande échelle de la vallée de la Seine, jusqu'à la mer, et d'inverser les flux d'échange vers l'Europe du Nord. Ce raisonnement à grande échelle est la seule façon de relever le défi de l'après-Kyoto. C'est la seule façon d'avoir des marges de manœuvre. On ne peut pas relever le défi de l'après-Kyoto de la ville durable en restant dans les limites de sa seule collectivité territoriale. La ville durable ne peut se concevoir que dans cette perspective large, où l'on peut inscrire une révolution dans les modes de production et de transport. Toutes les visions convergent donc vers un grand Paris polycentrique, dense, poreux à la fois, perméable, traversé de corridors naturels, maillé de trames vertes qui pénètrent jusque dans Paris intramuros, avec des jardins suspendus sur les toits, les berges de la Seine, de la Marne, du canal de l'Ourcq reconquise, et à la lisière de l'urbanisation des jardins familiaux, des serres, une agriculture de proximité et sur les zones humides inondables des constructions sur pilotis. La proposition de planter une nouvelle forêt d'1 million d'arbres sur les 2500 hectares du Cône de Bruy de Roissy mérite que l'on s'y arrête. Elle permettrait à elle seule de capturer 13 tonnes de carbone par an. L'augmentation de 30% des forêts franciliennes ferait baisser de 1 à 2 degrés la température nocturne pendant un pic de chaleur au centre de Paris. Tout cela est possible. Les propositions sont sur la table, les cartes sont dessinées, à nous de savoir si nous voulons le faire. Avec le développement des énergies renouvelables, des transports propres, du recyclage, de l'agriculture de proximité, c'est à travers cette alliance nouvelle entre la ville et la nature que le Grand Paris relèvera le défi écologique et dessinera le modèle de la ville durable. Alors j'ai bien conscience que ce vaste espace métropolitain a besoin d'une nouvelle géographie culturelle, avec des repères, des monuments, des lieux symboliques et familiers, le recensement de tous ces lieux magiques, de Montmartre à Versailles, des bords de la Marne, vallée du Loup, la vallée au Loup, de Châteaubriand, du Mont Valérien au port de Gennevilliers, donneront à la métropole une identité et dessineront ce que l'une des équipes a joliment appelé le passage de la ville du besoin à la ville du désir. Au cœur de la métropole, il verra la vallée de la Seine se muer en vallée de la culture, au centre, la grande bibliothèque, le Grand Louvre, Orsay, le musée des Arts Premiers, le Grand Palais rénové, la Cité de l'Architecture, une nouvelle institution autonome, emblématique, dédiée à l'art contemporain, installée au Palais de Tokyo, à l'ouest, dans les bois de Boulogne, la Fondation Louis Vuitton, l'île Seguin, dédiée à tous les arts, à l'est, le pôle Images et Médias autour de l'INA, de l'école des Gobelins à Noisy-le-Grand, des universités de Marne-la-Vallée et de Créteil, au nord, la Villette, avec l'installation de la Philharmonie de Paris, à côté de la Cité de la Musique, du Conservatoire et de la Cité des Sciences, la Cité européenne du cinéma, toujours au nord, de Luc Besson, au nord, un grand équipement culturel et scientifique prestigieux, consacré à toutes les formes d'expression culturelle artistique, installé au Bourget, au sud, le McVal de Vitry, voué lui aussi à l'art contemporain. Des pôles d'excellence à vocation mondiale doivent émerger pour l'avenir. Il faut appuyer le développement en mobilisant tous les leviers. À l'ouest, la défense devrait devenir la cité financière, des services aux entreprises à haute valeur ajoutée. Et pourquoi pas, cher Patrick Devedjian, monsieur le maire, imaginez l'université de Dauphine pour faire le plus formidable cluster de l'industrie de la finance.
À l'ouest, la vallée industrielle de la Seine autour du port d'Achères, du pôle universitaire de Cergy-Pontoise. Son avenir est dans les éco-industries et la logistique. Au sud, le plateau de Saclay, où l'État va investir 850 millions d'euros au titre du plan campus, chère Valérie Pécresse, et qui a vocation à devenir l'un des plus importants centres scientifiques et technologiques au monde. Au sud encore, la vallée des biotechnologies, avec des laboratoires de recherche, des entreprises pharmaceutiques, les grands centres hospitaliers. Je pense au campus dédié au cancer à Villejuif, au Génopole à Évry, au pôle nutrition santé autour de Rungis et d'Orly, et à Sud-Clamart autour de l'hôpital Béclair, à la vallée scientifique de la Bièvre. À l'est, un grand pôle industriel et scientifique consacré à la construction, à la maintenance, au service de la vie durable, autour des compétences en matière de services urbains, de nouveaux matériaux pour le bâtiment, de traitement des eaux, de captage et de stockage du gaz carbonique. Au nord, dans la plaine Saint-Denis, un pôle dédié aux industries de la création. Autour de ces métiers de l'image, des formations techniques de haut niveau et du campus Condorcet, dédié aux sciences humaines et sociales. Au nord encore, autour du Bourget, il va falloir voir qu'est-ce qu'on en fait du Bourget. Un pôle dédié peut-être à l'aviation, au tourisme d'affaires, à la formation professionnelle dans ces métiers. Et autour de Roissy et de Villepinte, un pôle dédié aux échanges internationaux et au développement industriel de la logistique. De notre capacité à faire émerger ces grands pôles de développement dépendra la réussite du Grand Paris. Le point clé, c'est le blocage du développement urbain. Le constat est unanime. Les lieux de la métropole sont figés, coincés, emprisonnés entre des barrières, des réseaux à grande vitesse qui sillonnent notre territoire. Alors que l'avenir est aux îlots ouverts, aux quartiers évolutifs. Une formule résume tout, la ville durable, c'est la ville transformable. Alors désenclavons, luttons contre les juxtapositions, rétablissons de la continuité dans les cheminements. Il faut construire des ponts, des passerelles, créer des lisières avec la nature chaque fois que c'est possible, couvrir les coupures, transformer les nationales en boulevards, les routes en rues, ou quand ce n'est pas possible, les enterrer. Regardez l'avenue Charles de Gaulle, dans une ville qui m'est chère, une des voies les plus fréquentées d'Europe. Elle coupe la ville en deux, elle casse la perspective entre l'Arc de Triomphe et Saint-Germain. Il faut l'enfouir. Regardez le périphérique. Il isole Paris bien davantage que jadis le mur des fermiers généraux. Il sépare le cœur de ses membres. Et ça ne peut pas durer. Regardez la Défense, que son urbanisme de dalle et son périphérique isolent aussi. Il ne s'agit pas de juger, de critiquer, il s'agit de constater. Mais regardez les tranchées ferroviaires béantes, chère Françoise de Panafieux, qui éventrent la ville entre Saint-Lazare et le pont Cardinet. Mais ce qu'on va entreprendre à la Défense pour en refaire un quartier de plain-pied avec la ville, il nous faut l'entreprendre partout. C'est un enjeu majeur. Et ce doit être une priorité inscrite dans tous les schémas directeurs, dans tous les documents d'urbanisme. Alors l'autre priorité en matière d'urbanisme est de saisir et de se saisir de la dynamique du Grand Paris pour changer la dimension et la nature de la politique de la ville. 1 200 000 franciliens vivent dans 155 zones urbaines sensibles. 155. Heureusement qu'on a choisi les prioritaires. Hein. Combien en aurait-il si on n'avait pas fait de priorité? Eh bien, ils ne doivent pas être les laissés pour compte du Grand Paris. On ne peut pas se contenter de rénover l'habitat, même si ce que Jean-Louis Borloo a voulu avec l'ANRU est fantastique. Et c'était nécessaire. Mais on va sortir du zonage. On va essayer de travailler sur des périmètres plus larges, étendus au moins jusqu'aux gares, jusqu'à ce que ces portes d'entrée pour lesquelles l'habitant de la banlieue accède aux ressources de la ville. Il nous faut d'ailleurs réfléchir aux nouvelles missions d'aménagement qui pourraient être confiées à l'Agence nationale de rénovation urbaine, à la mobilisation des moyens matériels et juridiques dont elle pourrait être dotée, aux fonciers publics qui pourraient être mobilisés, à la manière dont toutes les administrations et les entreprises publiques qui disposent d'un grand patrimoine foncier, port autonome, aéroport, SNCF et RATP, pourraient être mises à contribution dans le cadre d'une stratégie globale.
Le Grand Paris, c'est un plan de cohésion urbain qui prolonge et qui élargit le plan de cohésion sociale. Alors, comment y parvenir si le déficit en logement accentue les disparités sociales, éloigne toujours plus le domicile du lieu de travail? Pour résorber le déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut construire davantage. Nous sommes tous d'accord. Eh bien, nous allons construire 70 000 logements par an, c'est-à-dire le double du rythme actuel. L'obstacle, même si je choque, n'est pas dans la rareté du foncier. Il est dans la façon dont on gère le foncier. L'offre foncière est beaucoup plus élastique qu'on ne le dit. En recensant toutes les superficies disponibles, on révèle, en préservant les surfaces rurales, une offre foncière de l'ordre de 200 km², soit 2 fois la superficie de Paris intramuros. Je dis en préservant les surfaces rurales. C'est-à-dire 2 à 3 fois supérieur à ce qui est nécessaire pour construire le 1,5 million de logements nécessaires pour répondre aux besoins à horizon 2030. Alors, si le problème n'est pas le foncier, quel est le problème? Eh bien, c'est la réglementation. Il faut libérer l'offre. Pour le coup, il faut déréglementer. Il faut élever les coefficients d'occupation des sols. Il faut rétablir la continuité du bâti dans les zones denses. Il faut permettre à chaque propriétaire d'une maison individuelle de s'agrandir, d'ajouter une pièce ou un étage. Il faut rendre constructives les zones inondables, mais par des bâtiments adaptés à l'environnement et aux risques. Il faut utiliser les interstices, les délaissés d'infrastructures. Il faut changer nos procédures. Il faut changer notre façon d'appliquer le droit. Allez, pour être plus clair, parce que j'ai conscience de ne pas l'être assez, il faut changer notre façon de concevoir les choses, sortir du respect passif d'une réglementation de plus en plus pesante. Alors, il ne s'agit nullement de laisser le champ libre au marché, mais il faut que la ville vive, que la ville respire, que la ville évolue, que la ville se développe en respectant des règles fortes, compréhensibles, efficaces, écologiques. Mais les règles fortes, compréhensibles, efficaces, écologiques, ça n'a pas besoin d'être 8 tomes de 1000 pages que personne ne comprend, que personne ne connaît et qui, à l'arrivée, empêchent toute initiative. J'ai demandé que soit conduite cette réflexion approfondie sur ce changement de philosophie de notre droit d'urbanisme. Nous en débattrons devant le Parlement, mais c'est incontournable. Nul n'est censé ignorer la loi. En matière d'urbanisme, il y a du chemin à faire. Déréglementer, c'est également en finir avec tous les zonages, et pas seulement de la politique de la ville. Zone d'activité, zone industrielle, zone commerciale, zone résidentielle et n'oublions pas zone de loisirs. Le vieux fonctionnalisme a vécu. Il faut revenir à la mixité. Faisons des central parks à la française en densifiant le pourtour des espaces verts. Rapprochons les lieux d'habitation, les lieux de travail, les lieux de distraction. Qu'est-ce qui nous empêche? Des obstacles physiques? Non. Le droit de l'urbanisme. Alors faisons-le évoluer. Le décloisonnement juridique ouvrira la voie au décloisonnement physique. Et puis lançons les grandes opérations d'aménagement qui vont illustrer cet esprit nouveau et changer le paysage urbain, dans le prolongement de la Défense à Gennevilliers, à la Courneuve, au Bourget, dans la plaine Saint-Denis, autour du canal de l'Ourcq, autour de Noisy-le-Grand, de Chelles, de Vitry et des archives, de Vélizy, d'Orly, de Clichy, Montfermeil. Nous devons faire émerger de nouvelles centralités urbaines. Dans Paris intramuros, le 13e arrondissement, le 15e sur le front de Seine, le 20e au Batignolles, la cité judiciaire, elle doit s'installer au Batignolles. Ça fait trop longtemps qu'on en parle. Il est venu le temps de prendre des décisions.
Eh bien, c'est décidé. La cité de la Défense nationale doit s'installer à Balard. Et peu à peu, la nouvelle géographie des pouvoirs se dessine, celle des gares aussi. Les nouvelles gares TGV seront à la Défense, ou entre Pleyel et le Bourget, nous en parlerons. Alors, c'est sur le transport que va se jouer la partie la plus décisive. Parce que la question de la mobilité est cruciale. Et parce que ce n'est porter atteinte à personne que de dire que notre système de transport francilien, il a du mal. Quels que soient par ailleurs les efforts considérables, non négligeables, tout ça c'est vrai. Mais il est à bout de souffle par rapport à l'ambition et aux attentes des franciliens. Parce que se déplacer tous les jours pour aller travailler, c'est devenu un véritable enfer pour des millions de gens. Alors prenons le problème par le bon bout. Je veux dire par le besoin des gens. Il faut que nous préparions l'avenir et en même temps, il faut que les choses s'améliorent rapidement. Et je ne voudrais surtout pas, Monsieur le Président, qu'on se retrouve à opposer un schéma fantastique pour l'avenir et puis une réalité pour le quotidien épouvantable. Je sais que c'était votre crainte partagée, eh bien parlons-en. Il y a une formule qui résume tout, le pouvoir de déménager est aussi important que le pouvoir de se déplacer. Politique des transports, politique d'aménagement, c'est une seule et même politique. Il faut donc réinventer le système de transport à partir des dynamiques territoriales, à partir d'une réflexion prospective. Alors, il y aura bien des sujets de débat. De mon point de vue, on ne fera pas l'économie d'une réflexion sur le principe d'une tarification unique, pour que le coût du transport soit le même pour tous les citoyens du Grand Paris, où qu'ils habitent. Mais discutons-en, mais c'est quand même une discussion qu'il faudra avoir un jour. Alors, le réseau de transport vers lequel doivent tendre tous nos efforts doit répondre à 4 critères. Le premier, c'est le haut débit et la grande vitesse à l'échelle régionale. Le second, c'est le maillage, un maillage fin du territoire qui facilite les déplacements au sein des bassins de vie. Le troisième, c'est celui de l'irrigation locale. Et le quatrième, c'est la participation à ce qu'on pourrait appeler, je m'en expliquerai, la scénographie urbaine, qui fait préférer l'aérien au souterrain pour les transports en commun, chaque fois que c'est possible. Mais honnêtement, quel soulagement quand le métro sort en aérien. Je ne dis pas que c'est possible partout, mais avoir la plus belle ville du monde. Et quand on sort, il y a quand même, on le sent presque physiquement. Alors, commençons par le commencement. Nous avons toutes les données. Les 2/3 de l'augmentation du trafic dans l'avenir vont se concentrer sur le réseau existant. Je ne le conteste nullement. Donc, optimiser l'exploitation du réseau existant, c'est une priorité absolue. Partons des besoins, il faut raccourcir les temps de trajet et créer à l'échelle de la métropole un système de transport aussi performant et aussi commode que celui de Paris intramuros. C'est quand même bien ça le problème que nous avons. Un système aussi performant pour tous ceux qui sont dans la métropole que pour ceux qui sont à l'intérieur de Paris. Alors, pour gagner en temps et en commodité, il faut que les transports en commun fonctionnent la nuit. Jean-François Copé pourra témoigner que c'est un combat que je porte depuis longtemps. Il faut libérer les franciliens des horaires fixes du RER et des trains de banlieue, comme dans le métro. Il y aura plus de changements, mais ils seront plus faciles, et avec un raccourcissement considérable des temps de trajet. Les Suisses l'ont réalisé sur leur système de transport à l'échelle du pays tout entier. On se demande pourquoi ça ne serait pas possible pour nous. Il faut lever les obstacles. Alors là, c'est un changement considérable. Avoir une seule régulation du trafic pour le réseau de la RATP et celui de la SNCF. Une seule. Enfin, quand même, c'est le minimum qu'on peut attendre de nous. Il faut réorganiser l'exploitation, créer de nouvelles gares faciles d'accès, commodes d'usage. Ce qui est décisif dans cette approche, c'est l'armature des pôles d'échange. Mais la réorganisation ne suffira pas. Et ça, je crois qu'on peut se retrouver là-dessus. Il faut compléter le réseau pour que le maillage soit efficace. Pour densifier le réseau existant, beaucoup d'idées sont sur la table. Prolongement de la ligne 14, s'arrêtant porte de Clichy et à Cardinet. Prolongement d'Éole, de Saint-Lazare jusqu'à la Défense. Le président du Conseil général, Patrick Dejeune, me rappelle. Liaison rapide entre Roissy et la gare du Nord. Nous le ferons. Il y a un engagement, nous le ferons. Alors, faut-il une nouvelle radiale souterraine dans Paris entre Montparnasse et Saint-Lazare pour désenclaver Montparnasse vers les gares du Nord et de l'Est, désaturer la ligne 13 et Saint-Lazare? Nous en parlerons.
Mais il faut voir encore plus loin. Le développement des grandes zones qui portent l'avenir économique du Grand Paris appelle un nouveau système. Transport automatique, rapide, grande capacité pour relier les grandes polarités urbaines de demain. Eh bien, c'est le sens du projet que nous avons élaboré avec Christian Blanc, dont le schéma est un schéma de principe qui est soumis à concertation. C'est un projet de 130 km. Je souhaite que là où c'est possible, il soit aérien, que son design, son ergonomie, sa technologie soient exemplaires. Rêvons qu'il soit une vitrine mondiale de notre savoir-faire en matière de transport et qu'il permettra de faire que se déplacer devienne un plaisir. Je le dis avec force, il ne s'agit pas de revenir sur ce que vous avez décidé, vous, les élus de la région. Voilà. Ce que je propose est suffisamment ambitieux et difficile qu'on n'ait pas de faux débats. Il s'agit de préparer l'avenir. Il ne s'agit pas, que je sois bien entendu, de retrancher. Il s'agit d'ajouter. Ce qui a été décidé sera mis en œuvre, les engagements de l'État seront tenus. Alors, combien coûtera le Grand Paris? Je vais prendre mes responsabilités. Cette question, on me la pose, je pense que c'est une question mal posée. Rien que pour les transports, si l'on additionne le plan de mobilisation des transports programmé par la région, et qu'il faudra mettre en œuvre, et le projet du grand métro automatique régional dont j'ai parlé, c'est de l'ordre de 35 milliards d'euros. Et moi, je pense que la réponse à la crise sont les grands projets. Et que la France ne s'en sortira que si elle a des grands projets. Si encore une fois notre pays, Paris, la métropole, la France, fait le choix de renoncer à l'investissement parce qu'il y a une crise, alors nous sortirons de la crise plus faibles que nous sommes entrés. La crise, c'est l'opportunité de faire des grands projets. Alors, comment on le financera? La valorisation du foncier procurera d'importantes recettes de valorisation du foncier. La quantité de foncier. Et si nous arrivons à créer une trentaine de gares, chacun sait bien qu'à la minute où l'on crée une nouvelle gare, le foncier, dans un périmètre à définir, on en discutera, se valorise considérablement. Et ne peut-on pas imaginer que cette valorisation du foncier profite à l'ensemble des Franciliens en participant au financement de ces projets de transport public? C'est la question que nous allons poser. Deuxième recette, l'augmentation de la fréquentation des transports en commun. Mesdames et messieurs, comment penser qu'on résoudra les problèmes d'embouteillage à Paris, en région Île-de-France, de pollution dans la région métropole, si on ne met pas à la disposition des Franciliens, au sens large, les transports en commun avant qu'ils n'abandonnent leur voiture? Ce qui ne va pas dans notre système, à nous tous, c'est qu'on dit aux gens, abandonnez votre voiture et dans 40 ans, on vous fera des transports en commun qui vous permettront de la remplacer. Et si on leur disait, on va faire le système, et ça vous permettra de mettre de côté votre voiture à chaque fois que ça ne sera pas nécessaire. J'ajoute qu'il sera plus facile d'amortir un système de transport en commun sur 24 heures par jour que sur une partie de la journée. J'ajoute qu'il sera plus facile d'amortir un système de transport en commun qui fonctionnera de façon automatique. Au moins de ce côté-là, nous ne nous battrons pas sur le service minimum. Alors, dans le Grand Paris de surcroît, beaucoup de projets sont rentables. Eh bien, ils feront l'objet de partenariats publics-privés. Sur le financement des transports, j'ai demandé à un élu francilien, Gilles Carrez, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la mission de nous faire des propositions sur le sujet. Mais la plupart des dépenses du Grand Paris sont des investissements. Et j'en terminerai par là. Il faut mettre le Grand Paris au cœur de notre stratégie de croissance verte. Et Jean-Louis Borloo a parfaitement raison. La croissance de demain, elle sera une croissance durable où il n'y aura pas de croissance. Il faut mettre le Grand Paris au cœur de notre stratégie d'attractivité. Il faut mettre le Grand Paris au cœur de notre stratégie de relance économique.
le Grand Paris, c'est la France d'après la crise. Le Grand Paris, c'est un projet qui n'appartient pas à un parti, qui n'appartient pas à un camp, qui concerne tout le monde et qui appartient à tout le monde. Tout le monde sont les élus départementaux, les élus municipaux, que je souhaite voir réunis dans une agora du Grand Paris en partant de ce que vous avez imaginé avec Paris Métropole. Pourquoi pas? Tout le monde, c'est tous les Franciliens qui doivent pouvoir s'exprimer dans des états généraux du Grand Paris que nous pourrions organiser, par exemple, au début de l'année prochaine. Le Grand Paris, c'est l'État qui prend ses responsabilités, qui se donne les moyens juridiques d'agir, mais c'est un État qui ne décide pas seul, qui donne l'impulsion, qui ne veut pas opposer un projet et qui sait que nous ne pouvons réussir que si ce projet est partagé par tous. Alors, un mot sur le calendrier. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous allons faire le Grand Paris en 10 ans. Nous allons mettre 10 ans pour construire le nouveau système de transport et toutes les infrastructures. Et je souhaite que les travaux démarrent avant 2012. Voilà le calendrier que je vous propose donc. Avant la fin de l'année, une loi fixera les modalités de maîtrise d'ouvrage, les outils juridiques et les moyens de financement. Monsieur le Président du Sénat, un projet de loi sera déposé en octobre. Oui, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le détail, j'ai déjà été beaucoup trop long, je m'en excuse. Mais vous comprenez bien qu'il faudra que nous travaillions ensemble et que nous nous mettions d'accord sur les structures juridiques qui portent la réalisation de la quantité colossale de chantiers, d'infrastructures que nous allons décider ensemble. Chaque fois qu'on peut passer par les structures existantes, on le fera. Mais pour des chantiers de cette importance, avec des financements publics-privés, on en discutera aussi. Et l'État est vraiment décidé à partager le pouvoir, à une condition, qu'il ne soit pas paralysé, ce pouvoir. C'est la seule condition que j'y mettais, et c'est l'intérêt de tout le monde, parce qu'on a suscité tous beaucoup d'espérance. On ne peut pas les décevoir. On ne peut pas dire aux gens maintenant, rêvez, vous ne le verrez pas de votre vivant. C'est une responsabilité pour nous. Les discussions sur le schéma de transport doivent donc s'engager dès maintenant. Entre la région, la ville de Paris, l'État, les conseils généraux, les communes, je vous propose que nous trouvions ensemble un accord avant l'été. C'est possible. Tout le monde connaît les dossiers et c'est sur la table. Par ailleurs, je souhaite qu'un atelier international du Grand Paris soit créé pour que les architectes puissent travailler ensemble pour modeler le Grand Paris avec l'atelier parisien d'urbanisme et l'UERIF. Là encore, il ne s'agit pas de retirer, il s'agit d'associer des compétences fantastiques. Et moi, je propose, on se mettra d'accord là-dessus, que pendant 10 ans, ils accompagnent le projet, le fassent évoluer, l'enrichiront, parce que ce projet, ça ne peut pas seulement être une affaire de bureaucratie. Je souhaite que le Grand Paris devienne un cas d'école pour tous les architectes, pour tous les aménageurs, pour tous les élus des grandes agglomérations urbaines dans le monde. Et je propose que se tienne à Paris, à partir de 2010, tous les 4 ans, un forum mondial des villes, où chacun échangera ses réflexions, ses expériences, ses réalisations. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de fatalité de la métropole invivable. Nous allons bâtir ensemble la ville du XXIe siècle et après, nos successeurs, en tout cas les miens, réfléchiront à la meilleure gouvernance. Mais vous aurez l'expérience d'avoir travaillé ensemble sur des grands schémas d'investissement. Après, pour les gérer, il faudra certainement beaucoup de discussions. Ça sera une autre époque, une autre génération, un autre temps. La ville idéale, une ville où chacun est plus heureux de vivre, c'est celle que nous allons construire ensemble. Nous avons l'imagination, nous avons la volonté,
Nous avons l'intelligence collective, à nous de définir la meilleure méthode, mais croyez-moi, ce Grand Paris, c'est vraiment un projet auquel j'attache une importance capitale. Si nous réussissons le Grand Paris, alors nous pourrons dire aussi à d'autres métropoles en France, faites ce qui a été fait dans la métropole capitale. Mesdames et messieurs, je vous remercie.